Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. And welcome. To Freaks and Murders, what do we say? Lovers of wine and... Alors, j'ai failli parler en anglais, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je pense qu'à chaque épisode, tu vas nous sortir un nouveau truc. Et c'est toi qui avais trouvé cette phrase, en plus. Ouais, c'est pas moi. J'ai déjà oublié. C'est welcome, drunks and murder lovers. Well it. done. Thank you. Donc, I tried to welcome. Welcome. Dans votre podcast préféré. Peut-être. Ou pas. Et c'est pas grave. Ou juste vous êtes sadique et vous, masochiste. Et vous voulez vous... C'est un peu des deux, en fait, hein. Ouais, si vous n'aimez pas et vous continuez d'écouter, arrêtez de suite. Mettez-nous 5 étoiles. Et arrêtez. Ça, c'est les wine lovers. Tu vois, eux, ils s'arrêtent aux annonces, tu sais, de notre vie. D'ailleurs. Et les murder people, là, c'est eux après. Moi, j'ai appris qu'on nous écoutait, on n'écoutait que nos intros. Pour nos amis, je parle de nos amis qui n'aimaient pas forcément le true crime et qui savaient les meurtres. Et du coup, nous n'écoutent que nos introductions et pas l'histoire. Je les comprends. Mais j'apprécie. It's okay. Bon, what's up? Alors, moi, je voulais parler de quelque chose qui m'a choquée. OK. Casey Anthony. Ah, ouais, le poste là, je sais pas ce qu'elle a fait. Donc, ouais. Casey Anthony, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune femme, enfin, à l'époque, une jeune femme. Elle avait quel âge? Elle avait elle reste jeune, hein. Oui, elle avait 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Qui a été accusée du meurtre de sa petite fille de 5 ans, à peu près, Kaylee Anthony. Les preuves sont accablantes. On a retrouvé, il y avait une odeur de corps putréfié dans son coffre. On a retrouvé des vers qui sont très, très spécifiques à être des vers qui se retrouvent dans les cordes qui se décomposent dans son coffre. Enfin, il y avait plein de trucs. Elle est partie faire la fête. En fait, c'est vraiment une de ces mères qui est retrouvée mère trop jeune et qui veut faire la fête et qui laisse son enfant à la maison tout seul. Bref. Oui, il a été dit qu'en fait, elle aurait donné du Xanax à sa fille pour qu'elle reste couchée pendant qu'elle faisait la fête. Mais malheureusement, elle aurait... La fille est décédée. Par accident, quoi. Manslaughter. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas l'affaire, elle a été acquittée. Oui. Il y a eu des doutes, elle avait une très bonne défense, il y a eu des documentaires qui, bon, tu sais, comme toutes les grandes histoires de true crime, ils font documentaire après documentaire après documentaire, et il y en a qui vont plus dans ce sens, il y en a qui vont dans l'autre sens, j'en ai vu un ou deux. Mais très intéressant. Donc, le doute a été fait assez facilement, quoi. Voilà, donc elle a été acquittée, et elle vient juste de poster sa première vidéo et son premier post de réseaux sociaux. Donc moi, j'ai vu sur Instagram où elle dit, bon ben voilà, je suis là, je veux parler en tant qu'avocate, etc., etc. Je dis, mais non, en fait, ferme ta gueule et cache-toi jusqu'à la fin de tes jours. Vraiment. Donc voilà, c'était mon sujet de... Ton sujet de... OK, mais moi, dans un sujet qui choque aussi, avant de faire un sujet moins lourd, je m'en doute que tu as regardé le documentaire Gabby Petito. Bien sûr. Okay. Ah, je voulais en parler aussi. OK. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Peu importe le documentaire, je ne suis pas personnellement là pour discuter de ça, mais est-ce que tu sais qu'ils ont utilisé l'IA pour faire sa vraie voix? Oui, mais ils le disent dedans. Ah bon, ils l'ont dit? Ah, je sais pas, moi j'ai lu dans un article. Tu sais, comme je regarde à moitié les trucs. Ils disent on a utilisé l'intelligence. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que pour sa famille, rude, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit, mais en même temps, je pense que ça t'apporte quelque chose de... Je sais même pas pour sa famille, parce que je les connais pas forcément, mais du coup, je pense que ça t'apporte un certain... C'est ce qui s'est passé. Tu vois, genre, par exemple... Oui, parce que c'est son journal intime qu'elle lisait, entre guillemets. Et je pense que ça donne à la famille un glimpse, un regard de ce qui s'est passé à ce moment-là avec sa voix. Putain, je sais pas, moi, je serais sa mère, ou son papa, clairement, on avait des papas, des beaux-parents, tout le monde l'adorait. Moi, j'aurais sangloté tout le long en entendant sa voix. Elle avait une famille incroyable. Ça me donnerait envie de réécouter juste pour l'entendre. Et, tu vois, ça me perturbe énormément. Après, je pense que c'est avec leur accord, parce qu'ils étaient très, très présents dans ce documentaire. Oui, c'est vrai, oui, ils ont dû donner leur accord. Mais waouh, j'ai trouvé ça fort. Et je me suis dit, si on fait ça pour les prochains documentaires, s'il continue de faire ça, je trouve ça génial. Parce que ça remet en vie quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, en fait. Je sais pas. Moi, il y a la question aussi. Parce que, bon, après là, peut-être que tu as raison. Et d'ailleurs, ça devrait se vérifier assez facilement que les parents leur ont donné leur accord. Mais je me souviens qu'il y avait un film, de fiction qui avait été fait. Tu te souviens de deux
deux personnes qui faisaient du snorkeling, enfin pas snorkeling, mais de plongée sous-marine. Ouais, voilà. Et en Australie, au grand truc là, nanani. Et ils ont été oubliés par le bateau qui est rentré sans eux. Oui, horrible. Horrible. Et donc, on n'a jamais su ce qui leur est arrivé, mais bon, forcément, ils sont morts. Oui. Et là, ils ont fait un film de fiction pour essayer d'imaginer quels étaient leurs derniers moments. Ce que j'ai trouvé super horrible. Et apparemment, la famille n'avait pas donné son aval. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui, mais est-ce qu'on croit vraiment que toutes ces personnes qui vont créer ces documentaires et ces divers éléments vont utiliser l'IA avec le consentement de ces personnes? Bien sûr. Non, on est d'accord que non. Si on parle de Gabi Petito, c'était vraiment avec son journal, ses écrits à elle et tout. Donc là, je trouvais que ça avait du sens. Ouais. Sinon, non, faut pas que ça parte dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Mais sinon, pour Gabi Petito, je voulais parler de la mère du connard. Ouais. Ah ouais, fort. Et moi, veux bien aimer ton fils, mais bon, là, t'es trop loin. Moi, je veux rebondir. Continue à l'aimer derrière des barreaux, tu sais où il est, hein, tu pourras le visiter tous les jours. Et moi, c'est là où je voudrais rebondir sur, souvent, on dit toutes les deux, si tu tues quelqu'un, je serai là pour, avec une pelle et tout, mais en vrai, on est d'accord que non. Non. Mais on est d'accord aussi qu'on ne va jamais tuer personne. Donc, ça ne risque pas déjà, commençons par le commencement. N'est-ce pas? Voilà. Même si on a beaucoup envie, on ne le fera pas. Mais je pense qu'on on plaisante beaucoup là-dessus. Déjà, si vous ne connaissez pas ce podcast, bienvenue, on plaisante beaucoup. Voilà. Mais non, clairement. Dans la comédie, dans les blagues, voilà. C'est pas... Clairement, ce que fait la mère, en protégeant son fils c'est dégoûtant. Au dépit d'une famille qui ne savait pas où était leur fille, c'est horrible. Horrible. Ouais. Et d'avoir dit non, on a perdu la trace de je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Brian. Ah oui. De Brian, et qu'il est allé se suicider. Une fois, tu aurais pu dire Where is Brian, et personne ne savait. He's dead. He dead. Oh well. Fucking Brian, man. Ok. Donc voilà. J'ai un petit sujet un peu juste un petit bonjour, mais aussi un au revoir, un adieu, parce que j'ai eu le grand plaisir de manger avec Charlotte et des amis à nous, donc les Magali et Marie de podcast Franchement Presque, et Bruno. Franchement Presque. Et Bruno de Upload Studio, et on a dîné. Studio. On a mangé au restaurant Le Véritable samedi dernier. C'est vrai que toi, c'était la première fois que tu y allais. C'est la première et ça sera la dernière, ce lieu précis, puisque ils partent vers de nouvelles aventures. Mm-hmm. Et c'était délicieux. Mais oui, c'est délicieux. C'était vraiment super bon. C'est incroyable. Pour rappel, c'était un restaurant qui faisait du pur vegan et incroyable. Et c'est vraiment excellent. Hein. C'est vraiment très très classe, très soigné, très très subtil et surtout délicieux ce que l'on attend dans un restaurant. Donc, si vous êtes dans le sud autour de Montpellier, Lunel, etc., ils vont continuer leur aventure de restauration, mais donc keep in touch. Voilà, keep in touch. Et je tiens juste à les remercier du coup pour ce joli repas et puis aussi à dire à la propriétaire que je vais essayer de pas lui embrouiller quand je raconte mes histoires. Parce que à chaque fois quand je me perds ma place, apparemment elle se perd aussi, elle sait plus de quoi je parle. Elle doit recommencer du début. Et moi par respect, je n'avais pas mis une glaçon dans mon verre, mais ce soir, c'est pas le cas. J'en ai mis un. Est-ce moi j'ai tellement de sujets, c'est pas possible. Moi, tu me connais. Tu peux en garder pour la prochaine fois? Je peux en garder pour les prochaines fois, mais j'en ai plein. Attends, j'en fais un que ça soit l'actualité, un peu dans le truc. Donc, ok, je le dis parce que c'est pour toi que j'ai regardé. Je sais. Le nouveau truc de Meghan Markle. Alors, j'ai pas vu. Non, Sussex. Alors, non, mais pardon, Meghan Sussex. Alors, putain, j'ai juste Charlotte, pour nos auditeurs qui le savent pas, est assez fan de la famille royale. Alors, je suis fan de l'histoire. Je suis fan de Stéphane Bern. D'ailleurs, Stéphane, si tu nous écoutes, je t'appelle. Je t'aime. Appelle-moi. 07. Je t'aime. Mais donc, je suis fan d'histoire. Ma mère est fan d'histoire. Donc, ma mère nous a inculqué ça avec ma sœur. Et je suis fan des familles royales et particulièrement la famille d'Angleterre parce que c'est celle qui a une histoire la plus riche, quoi. Ouais. Et du coup, moi, Meghan Markle, je trouve ça intéressant parce que c'est une femme qui vient pas de l'aristocratie, mais comme Kate Middleton au final. Oui. Enfin, elle est aristocrate, une petite aristocrate. Mais bon, elle est américaine, elle est à moitié noire. Enfin bon, bref. Ah, mais il y a rien qui va pour eux. Alors, donc, juste pour info, moi, je connais pas grand-chose à la famille royale, mais je suis un peu à travers Charlotte. Et là, j'ai vu ce nouveau truc apparaître sur Netflix et je dois dire que j'ai regardé juste parce que j'avais rien d'autre à regarder. Mm-hmm. Vous voyez, quand ces impasses vous arrivent et j'ai pas pu finir l'épisode. C'est vrai? Non, mais alors, attends.
Read the room, girl. Elle est, mais en fait, elle est tellement out of touch. C'est-à-dire, c'est une femme parfaite dans une maison parfaite, faisant des choses parfaites pour sa famille parfaite. C'est pas du tout dans l'heure d'actualité. Et en plus, elle fait, mais des conneries, genre, vous apprendre à faire du popcorn, tu vois, ou elle fait le truc que tu m'as envoyé, la vidéo, les arches de ballon là, que les gens, tout le monde en fait parce qu'il faut que toutes nos fêtes soient instagrammables, etc. Et puis il apprend aux gens que si vous avez un peu du mal et que vous avez mal aux joues après avoir soufflé, il y a une petite machine pour remplir les ballons. Enfin, Megan, read the room. Bref, en fait, le truc, c'est que j'ai envie de l'aimer. Je la trouve pas méchante, mais je la trouve boring. She's beige. Elle est pas drôle. Elle est trop sérieuse. Enfin, t'as l'impression elle prend hyper au sérieux des conneries qu'elle est en train de nous montrer. Comme si elle nous apprend quelque chose. Je sais. Alors, moi, j'aime beaucoup Meghan Markle. Déjà, je la trouve magnifique. Et, non, elle est canon. Voilà. Ça. Et ensuite, j'aime leur histoire, voilà. Mais après, c'est vrai que quand je vois ce qu'elle a mis, j'ai pas regardé la série, je suis wow, c'est chaud. C'est chaud. Ce n'est pas du tout dans le cadre dans les choses qui se passent actuellement. Se mettre des œillères et cueillir des fleurs dans son jardin richissime. Enfin, c'est absurde. Et puis, enfin, à mon avis, déjà, elle se fait matraquer. Ah, mais elle s'est tirée une balle dans le pied. C'est dommage parce qu'il faut qu'ils arrêtent. Ouais. Voilà. On a fait une longue intro pour Fred. Fred, on t'aime. Hein. Ah oui, Fred, qu'il est revenu. Ça, c'est qui Fred? Ah oui, fuck you, Fred. Mais you suck. J'espère qu'il est revenu depuis. J'espère, mais je pense pas. Moi non plus. J'ai des doutes. Moi non plus, mais j'ai une certaine appréciation pour Fred. Bon, okay. Et j'espère que vous aussi. Fred, number one fan. Yeah, bitch. Alors, Maman, aujourd'hui, en fait, j'avais pris des bouteilles de vin chez Pompette et je les ai oubliées chez moi. Donc, du coup, je suis allée à une cave que j'aime beaucoup, qui est la cave Notre-Dame à Montpellier. Où d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis rentrée, il y avait un magazine avec une de mes joueuses de basket. Cool. Celle qui était aux Jeux Olympiques. Ok, TDAH, ramène au sujet. Donc là, il m'a conseillé, alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai demandé un vin blanc sec. Et il me dit, ça, c'est très sec et minéral et tout. Je fais parfait. Alors que, de base, j'aime pas le minéral. Quand elle arrive, elle me dit ça et je dis, mais t'aimes pas le minéral? Pourquoi tu t'arrêtes pas de choisir? Parce que tu dis toujours oui aux gens. Tu oses pas dire non. I'm a yes girl. Et du coup, alors là, donc, domaine, Pelé, Ménétou Salon Morog, appellation Ménétou Salon contrôlée. Donc, c'est un vin bio. Et en fait, c'est un Morog en Centre-Loire. Donc, c'est un vin de Loire. Et c'est un vin qui est là depuis... En fait, c'est la 4e génération qui travaille sur ce vin. Et c'est une famille. C'est une famille. Le domaine Morog, issu de 7 parcelles sur les hauteurs du village. C'est un Sauvignon planté sur des marnes chiméridiennes. Ok. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, non. Alors, juste pour vous dire, regardez Charlotte lire l'étiquette, c'est toute une expérience. Je crois que je vais la filmer parce que chaque seconde, tu vois ses yeux de plus en plus confus. Ça veut dire quoi? Alors, parcelle, Charlotte. Je l'ai maintenant. Ok. Depuis notre foire au vin, je l'ai. Tu sais que je l'ai. Elle a appris des choses. Mais oui. Ah putain, d'ailleurs, faut que je parle d'un truc. Mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Focus. Donc voilà, donc c'est un Sauvignon. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a déjà bu parce que j'avais besoin de me réveiller un petit peu, mais je vais vous faire un bruit de bouchon pouce. Voilà. C'était mieux que le pop actuel. Ouais, le pop était dégueulasse. Ouais. Ma mère est au Sri Lanka. Non. Si. Oh, qu'elle envoie des photos. Non, elle fait que ça. Ah d'accord, on vous parlera de ça après. Donc maman, Marie. Bonnes vacances, Marie. Bonnes vacances. Non, elle nous entendra pas parce qu'elle nous écoute que quand elle est à la salle de sport. Ah, donc go Marie, go. Run, pump it up. Encore une série. Tu peux le faire, maman. Voilà. Bon, donc c'est un vin à Charlotte et c'est une histoire à Charlotte. Donc voilà, parce que nous restons simples. Alors, j'avais beaucoup hésité à faire cette histoire. Elle était sur ma liste depuis longtemps. Ah, tu en parles souvent, non? Non, bon, j'en ai jamais parlé. Ok. J'en ai jamais parlé, mais j'ai beaucoup hésité. Parce que, et déjà, je vais te sortir un peu de ton angoisse apparente, il n'y a pas de meurtre. Ah!
Wow! Alors, justement, on en parlait récemment, je disais qu'elles étaient moins écoutées, ces épisodes-là. Donc là, tu vois, il y en a plein qui ont éteint. Oui, mais à la fin, je monte mes seins. Ah, alors, attendez, hein, parce que je vais vous dire comment ils sont dans le détail. Quand c'est qu'à l'écoute. Moi, je les ai déjà vus. Hein. Donc, je vais parler de l'affaire Ruby Franke. Ça me parle. Bien sûr que ça te parle. Ouais. C'est une histoire, en fait, qui a secoué l'Amérique et qui a remis en question la face cachée des influenceurs familiaux sur les réseaux sociaux. Ah oui! Putain, je viens juste de regarder le nouveau documentaire. Je l'ai pas trouvé. Ah, ben, je te le donne, mais j'ai dû regarder en streaming. Voilà. Ah, mais ouf, cette histoire. Voilà. Et je l'ai pas trouvé. Et en fait, c'est le documentaire qui est The Devil in the Family, que j'ai pas vu, mais en fait, j'ai fait des recherches avec podcasts et articles qu'il y avait sur l'affaire et j'ai même lu le résumé de la cour, en fait, du tribunal, machin. Charlotte est beaucoup plus sérieuse que moi, là, je tiens à le dire. Et, ça dépend. Et du coup, moi, c'est une histoire qui m'a toujours un peu attirée parce que moi, j'ai un avis très prononcé, en fait, sur les gens qui se mettent en scène sur les réseaux avec leur famille. Ah oui, mais moi, je suis entièrement contre. C'est drôle. Je suis complètement contre. C'est très drôle parce que moi, j'ai déjà mon histoire de la semaine prochaine et il y a un lien et tu verras. Ah, c'est génial. Rendez-vous next week pour ceux qui ne veulent pas écouter mon histoire. Warning. Cet épisode contient des faits de maltraitance. Tu vas pas me dire de faire un warning sérieux. Cet épisode contient des faits de you fucking holiday Disney princess. Start again. We're using this. I want it. Okay. Warning. Mais là, tu engueules les gens, là. No, I'm engueuling you. Non! OK, warning. Cet épisode contient des faits de maltraitance sur enfants pour les personnes les plus sensibles. There you go, people. You heard it from her and me a little bit. Alors, donc pour comprendre comment, toute cette histoire, en fait, revenons au début. Je dois juste dire un truc, je suis désolée, je vais éviter d'interrompre, mais ça me fait trop bizarre d'écouter pour une fois une histoire. Que tu connais. Ouais. C'est la première fois? Peut-être, par Ramsey, peut-être? Bah oui, Ramsey. C'est possible, hein? Donc, Ruby Franke et son mari Kevin Franke ont lancé la chaîne YouTube 8 Passengers, donc 8 passagers en 2015. Donc, Ruby, à ce moment-là, était encore enceinte de son dernier enfant et ça s'appelle 8 passagers parce que ils avaient 6 enfants et ils étaient 2, donc 8 personnes dans la famille. Donc, le concept était très simple. Partager la vie quotidienne de leur famille de 6 enfants et 8 personnes, 8 membres de famille, sur la routine quotidienne, d'aller à l'école, de préparer à manger, d'aller à l'église, parce que Jody et Kevin étaient membres de la Latter-day Saints Church. Des nouveaux mormons. Quoi. Voilà, les mormons, ça s'appelle en français les derniers jours du saint, je sais pas. Okay. Donc des mormons. Donc en fait, c'est vraiment, comment dire. Moi, je pense que Ruby Franke était vraiment précurseur, on va dire, de tout ce mouvement qui est en train de se passer maintenant depuis quelques années à peine sur les trad wives. Ah oui. Sur les femmes qui veulent rester à la maison, qui s'habillent de manière modeste, qui veulent uniquement faire à manger, uniquement s'occuper des enfants. Il y en a plein. Et qui homeschool aussi beaucoup leurs enfants. C'est très commun pour les Mormons, en tout cas. Voilà. Mais donc ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tendance sur les gens qui sont pas du tout Mormons. Oui. Et t'as même des gens bien sûr. qui sont pas du tout religieux et qui se sont mis à ce truc parce que c'est trendy. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, Ruby Franke, là-dessus, était complètement précurseur. Et ce type de contenu, forcément, à l'époque, a rapidement trouvé un public avide de conseils parentaux et d'histoires familiales, surtout que, je rappelle, on est en 2015, tu vois, c'était il y a quand même 10 ans. On se rend pas compte combien les choses ont changé, en fait. Bah ouais, et je suis pas sûre qu'à l'époque, il y avait énormément, j'en sais rien, tu vois, mais qu'il n'y en avait pas énormément. Donc, le succès, forcément, était très vite au rendez-vous et la chaîne de Ruby a vite compté des millions d'abonnés et au plus haut de son succès, elle avait 2,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est énorme. Énorme, ouais. Donc, les premières années, la chaîne montrait une famille unie avec une mère stricte mais aimante. Et cependant, en fait, elle se décrivait et au fil du temps, ses méthodes éducatives étaient révélées, en fait, et commençaient à susciter des critiques. Et en fait, moi, quand j'ai su qu'elle était mormone, ça m'a fait penser à je sais plus quelle famille qui parlait justement de ce livre de Mormon qui parle de l'éducation dure avec les châtiments physiques pour les enfants, quelque chose comme ça qui me fait comprendre. The Book of Mormon. Non, c'est pas ça. C'est un autre truc par un couple qui est dégueulasse, horrible.
Donc plusieurs vidéos montraient des punitions sévères comme refuser les repas. Donc ça, refuser les repas, c'était un gros truc chez elle. Les enfants très très souvent ne mangeaient pas en fait. Je crois il disait dans le documentaire que la vidéo qui a été virale ou vraiment. Je vais en parler. Ah mais pardon. T'inquiète. Par exemple, dans l'une de ses vidéos les plus regardées, les plus virales, elle parle d'un message qu'elle reçoit de l'école de sa fille, donc sa plus jeune fille. C'est ça que tu allais dire? Non. Ah ok. Donc en fait, elle reçoit un message sur son téléphone de l'école de sa toute dernière qui dit la petite a oublié son lunch. Est-ce que vous pouvez venir et l'amener? Et en fait, elle se filme dans la voiture et elle dit vous savez quoi? Moi, là, je viens de recevoir ça. C'est inacceptable. Elle m'a dit qu'elle avait préparé son lunch. Elle est responsable de son lunch, donc je vais pas lui donner. Et en fait, pour elle, c'était normal. C'est genre, elle disait, j'espère que personne ne lui donnera à manger. Ouais. Pour elle, c'était... C'était l'éducation, quoi. C'était l'éducation. On sait qu'elle utilisait aussi énormément ses enfants pour faire de la publicité de sponsors. En fait, c'est vrai, elle leur mettait une caméra dans la gueule du matin au soir. H24, Ils n'avaient aucune intimité, ces enfants. Donc, par exemple, elle a fait porter des couches de nuit, si tu as des fuites urinaires, à des enfants qui n'en avaient plus besoin ou plus l'âge, en prétextant qu'ils avaient des fuites la nuit, juste pour pouvoir dire merci à ce sponsor. Ben oui. Donc, c'est vraiment l'humiliation de ces enfants qui était... intense. Et Rubin, elle n'hésitait pas à tout montrer en fait sur sa chaîne. Et quand je parlais d'intimité, en fait, elle parle à un moment donné à sa plus grande fille qui a commence à avoir des poils sous les bras, et elle lui dit mais c'est dégueulasse, même rien que pour l'hygiène, devant ma caméra, devant le téléphone. Et elle l'a fait se raser. Les premières fois que ces adolescentes se rasent les jambes, elle filme. Enfin, c'est que des scènes ultra intimes en fait. Par exemple, s'ils avaient un gros problème qui devait les amener aux urgences, avant, comme toute mère, on va dire normale, de les amener aux urgences, elle se maquillait, elle se coiffait, elle se préparait pour pouvoir filmer tout le fait que ce soit une bonne mère d'amener ses enfants aux urgences. Mais après, elle comment dire, quand ils étaient à la maison, elle les soignait pas. Faut savoir dire aussi dans tout ça, pour elle, c'est de l'éducation, mais c'est pas juste ça. Pour elle, c'est des clics et c'était des sous, parce qu'elle gagnait une tonne de fric. Elle a gagné plusieurs millions de dollars. On va pas négliger le fait que ce n'était pas juste par croyance ou par vouloir bien faire, elle faisait pour l'argent. Mais complètement, 300%. Et c'est là où, après, tu vas voir, oui, je fais un gros parallèle avec une affaire qu'on connaît, mais en fait, moi, déjà, rien que ça, pour moi, c'est de la maltraitance infantile. Mais bien sûr. De se servir de ses enfants pour faire du buzz, des clics et de l'argent, c'est niette. Donc, elle avait une relation particulière avec son aîné, Chad. Et en fait, elle disait, par exemple, il recevait des messages de ses, on va dire, futures ou potentielles petites copines. Elle les lisait devant tout le monde au repas, devant la caméra, en public, sur YouTube. Et en fait, elle discutait de tous les sujets qui auraient dû être restés privés, en fait, avec ses enfants, vraiment dans un sac familial. Elle n'en avait rien à faire. Donc, les parents sont allés jusqu'à envoyer Chad, donc l'aîné, dans un camp de redressement dans la nature, dans le désert, pour 8 à 10 semaines, où il a subi toutes sortes de sévices. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas, aux États-Unis, il y a vraiment un mouvement, je pense que ça existe vraiment encore, c'est un peu plus caché, mais ça existe encore. C'est sûr, certains ça existe. Bien sûr, c'est un peu plus caché, je pense. Mais à l'époque, c'était très ouvert, où il y avait comme des camps de concentration, franchement, vraiment, mais dans la nature. C'est pas juste dans la nature ou dans des bâtiments, les enfants étaient confinés pendant des mois, des années. C'est ça. Et il y avait même les parents signé un accord pour que les gens du camp viennent kidnapper votre enfant dans la nuit, sans lui donner d'explication, et en l'amenant, déjà le traumatisme, c'est horrible, et l'amener dans le camp où, comme tu dis, ils étaient enfermés parfois dans des bâtiments. Et les parents ne savent pas ce qui se passe du tout, ils laissent leurs enfants rien à faire. Des années parfois. Des années. Ah, mais il y a un très très bon documentaire là-dessus sur Netflix. Celui que t'avais mis, sur Instagram, si vous voyez dans les suggestions, dans les... Oui, je me souviens pas. Il y est. Donc, à son retour, donc Chad, ses parents avaient enlevé en fait toute sa chambre, son lit, toutes ses affaires. C'est ça dont j'avais parlé. Voilà. Et il était obligé de dormir dans le salon. Donc, quand les gens commencent à se lever, il est obligé de se lever sur un pouf, en gros, sur un pouf. Et ça, il a fait ça pendant des mois. 7 mois. Voilà. Donc, en fait, tout ça, tout ce qui se disait sur les vidéos qui étaient en ligne, malgré la grosse communauté qui était complètement pour cette chaîne et pour Ruby Frankie, en fait, il y a plusieurs personnes quand même qui se sont dit, mais c'est pas normal. Cette vidéo-là
quand il admet que ça fait 7 mois qu'il dort sur c'est-à-dire sur le pouf, c'est cette vidéo qui va devenir virale, où beaucoup de gens vont commencer à ne plus la suivre en disant, attends, ça, c'est pas normal. C'est ça. Parce que Chad, c'était un peu le préféré du public. C'est ça, parce que c'était un grand et qu'il était adorable. Beau gosse, oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu comment tu appelles ça, où tu signes? Un NDA? Non. Un contrat? Non, où tu fais signer plein de gens. Ah oui, un truc, oui, demande ouverte, je sais pas quoi. Bon, on est d'accord. Vous l'avez. Oui. Donc, ils ont fait signer ça à plusieurs. Il y avait vraiment des millions de personnes qui ont signé ce truc pour faire arrêter cette chaîne. Ça n'a pas marché. Donc, la popularité de la chaîne ne faiblissait pas jusqu'à ce que, en 2023, je crois, si je me suis pas trompée, elle a complètement arrêté de publier sur YouTube et en fait, elle s'est consacrée à complètement autre chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, elle rencontre une personne, donc une femme qui s'appelle Jodie Hildebrandt, qui est une, là, je mets des gros guillemets, thérapeute, psychologue, coach de vie, coach, toutes ces choses qui veulent rien dire. Sauf qu'elle dit qu'elle a des diplômes. Bien sûr, mais moi je peux dire que j'ai des diplômes aussi. J'en ai plein. Je suis chirurgien. Moi je suis diplômée en ânerie, master 2. Hein. Et je peux faire voler un avion, pas longtemps, mais je peux le faire voler. Donc, elle dirige en fait un principe de développement personnel qui s'appelle Connections Classrooms, en fait, qui a des principes assez controversés. En fait, elle prônait une discipline extrême et une vision du monde où toute émotion négative devait être corrigée par des méthodes strictes. Donc, forcément, vous vous doutez, elle était adepte d'une parentalité forcément autoritaire. Donc, pour Ruby, c'était parfait. Et en fait, Ruby commençait à suivre ses cours dans Connections. Elle se dit, mon Dieu, c'est génial. En plus, très mormon, très croyant, c'est Dieu. Il fallait rectifier tout ce qui était mal dans moi, dans mon corps, dans ma vie, etc. Et donc, la collaboration avait commencé autour de 2021, en fait, et très vite, donc, Ruby s'est détachée de sa famille et de ses amis, et Jodie est rentrée dans la famille. Et en fait, elle a défendu en ligne, elle faisait une espèce de podcast et des vidéos ensemble où elle défendait une vision encore plus stricte de l'éducation, affirmant que les enfants devaient souffrir pour apprendre et devenir autonomes. Et en fait, c'était complètement un système sectaire de contrôle et d'isolement qui voulait impliquer à des enfants. Ouais. Et Jodie, apparemment, à un moment donné, je sais pas s'ils le disent dans le documentaire, c'était la thérapeute de Chad. Mais oui, mais elle a continué à l'être jusqu'à ce qu'ils ont été arrêtés. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et elle était aussi une fois par semaine, elle l'avait au téléphone. Quelle horreur. Et elle est aussi la thérapeute de couple de Kevin et Ruby. Oui. Donc Jodie, c'est vraiment pour moi une espèce de mouvement sectaire religieux. C'est une femme aussi qui détestait les hommes. Oui. Donc en fait, quand tu verras dans le documentaire, il précise très bien la position dans laquelle elle mettait les personnes. Puis c'est aussi quelqu'un avec beaucoup d'influence. Donc elle a très vite réussi à convaincre Ruby que le problème c'était Kevin, c'était Chad, etc. C'est ça. Donc, Jodie, c'était une résidente de l'Utah. Donc, elle faisait également partie de l'Église des Mormons LDS, donc Latter-day Saints, et divorcée avec 2 enfants. Et en fait, qui ne lui parle pas. Voilà. Et comment ça se passe au sein de l'Église, en fait, parce que l'Église des Mormons, c'est très particulier. Donc, elle est recommandée au sein de l'Église pour des adeptes de l'Église en tant que thérapeute, en fait, et c'est comme ça qu'elle trouve des clients et qu'elle se fait un petit salaire. Alors, comme tout bon groupe religieux sectaire, Jodie disait que chaque humain avait un stade de distorsion dont il fallait se débarrasser. Alors, distorsion, c'est quoi? Ça peut être tout. C'est-à-dire dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, mais aussi à ton travail. C'est-à-dire tu travailles un tout petit peu trop, t'es dépendant. Tu es dépendant à ton époux parce que tu veux qu'il soit bien. En fait, toute situation peut trouver un état de distorsion, ce qui l'arrange parce qu'elle peut prendre n'importe quel client et lui trouver son mal, sa distorsion, en fait, qu'elle doit guérir. Genre, tu as une vie complètement basique et normale, elle va dire ça, c'est de la distorsion et il faut qu'on s'en occupe. Donc, à ce stade-là, Ruby est complètement en binôme avec Jodie sur la chaîne de Connections, en fait, pour aider et guider des personnes qui peuvent les contacter avec leurs problèmes. Elles font également des sessions, des espèces de camps pour devenir coach. Elles disent quoi? Elles disent comme coach sportif mental, en fait. En gros, pour coacher ton mental. D'accord, oui. Enfin, c'est de la pyramide. C'est de la pyramide. Ben oui, c'est ça. À chaque fois, il faut acheter plus pour aller un stade plus loin, etc. Et en fait, les sessions peuvent aller jusqu'à $30,000 par mois. Donc, elles se font énormément d'argent. Et Jodie, en fait, Ruby, pardon,
quand elle faisait les vidéos, tu l'entends même une fois dire que elle aime les principes amenés par Jodie, donc qui pour elle, je pense, c'est amené par Dieu, clairement, plus que ses enfants. Elle l'avoue clairement. Même Jodie, elle fait waouh. Ouais. Donc de toute façon, tu sais, Ruby n'aime pas ses enfants. Il y a vraiment une relation très particulière. Et quand tu regardes les vidéos de connexion, en fait, c'est clairement une secte. C'est vraiment clairement une secte. Ouais. Et ça m'a fait penser, tu te souviens de l'histoire de Lori Vallow-Daybell? Ouais. Donc le mec, Chad Vallow-Daybell, avec qui elle s'est mise et qui a tué des enfants. Oui, ils sont allés en Hawaï, etc. Voilà, qui a tué ses enfants. En fait, c'était exactement ça. Il était dans un truc de convention de spirituel. C'est très catégorisé, quand on rentre dans un secte. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. Donc mais c'est aussi, encore une fois, tout autour de l'argent. Ben bien sûr, mais c'est spirituel, mais donne-moi ton argent, en fait. Et j'accepterai de te guider. Mais par contre, il en faut un petit peu plus. Mais Jodie, dans Ruby, vu ses antécédents et sa notoriété, a trouvé l'appât parfait pour avoir plus de clients et plus d'influence, quoi, et plus d'argent. Il a été dit, parce qu'en fait, je vais en parler plus tard, mais Shari, Frankie, la fille aînée, donc là, je dis les prénoms quand ils sont majeurs, là, Chad et Shari sont majeurs, a écrit un livre que je vous conseille, qui est vraiment où elle dit tout. Et elle dit que il y a vraiment une suspicion d'une relation homosexuelle entre Jodie et Ruby. Je sais pas, mais même le mari, il fait un peu allusion à ça. Voilà, le mari est un peu parti à un moment donné, donc pendant un an. Ouais, bien sûr. Donc le 30 août 2023, un garçon de 12 ans, donc l'un des enfants de Ruby, donc pas Chad, mais un des petits, s'est échappé de la maison de Jodie Hildebrandt dans l'Utah chez un voisin. Et en fait, il y a une vidéo de surveillance en fait de la porte d'entrée de ce voisin, et tu vois cet enfant qui doit avoir 12 ans. 12-13 ans, qui est dans un état de maigreur alarmant. Cette vidéo est hard. Et il portait des blessures visibles, en fait, et il demandait de l'eau et de la nourriture. Il a dit qu'il était à côté. Et le voisin, qui était horrifié, a immédiatement appelé la police. Et je vais vous faire écouter. Tell me exactly what's happened. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he had just camped from a neighbor's house, and we know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. Okay. Il se met à pleurer après. Et il se met à pleurer tellement que l'état de cet enfant le touche. Donc en fait là, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est quand même de l'audio de téléphone, c'est pas facile. Donc en gros, il dit je viens de voir un petit enfant de 12 ans qui vient d'arriver chez moi. Il est clairement amaigri de manière très très affolante. Il avait, pour vous dire, du scotch tape, donc vraiment de cette espèce de scotch. Duct tape. Ouais, mais comment t'appelles ça? Du duct tape? Du duct tape, le truc en argenté, là. Voilà. Donc vraiment très, tu peux pas le déchirer, quoi. Voilà, le gros scotch argenté qu'on voit dans les films pour quand on veut attacher quelqu'un. Dans la cave. Il y a que aux États-Unis qu'on a ça. Bizarrement. Et tous les serial killers sont là-bas? Coïncidence? Make sense. Je ne crois pas. Et en fait, il avait, donc, ses plaies, à ses chevilles et à ses poignets, il avait un espèce de film transparent, comme du film alimentaire dessous. Par-dessus, il avait du scotch tape, du duct tape, pardon. Et en fait, les policiers, quand ils ont vu cet enfant, donc les forces de l'ordre sont arrivées, elles voient effectivement que c'était un cas grave de maltraitance. Donc, ils enlèvent le duct tape que l'enfant avait autour de ses chevilles et de ses poignets. Et en fait, là, il y a une forte odeur de chair presque en décomposition, qui commence à se faire sentir. Et en fait, tu vois même sur les bodycams des policiers, tu vois même une policière qui doit carrément se mettre le bras sur le nez et se cacher la bouche et le nez, tellement que l'odeur est forte, alors qu'elle se tient à ce moment-là à 5 mètres de l'enfant, en fait. Et en fait, quand on regarde ces blessures, après, quand il y a des photos en ligne de ces blessures, et en fait, on comprend après, c'est vraiment de l'infection de la chair. Et tu sais ce qu'elle faisait? Oui. C'est parce qu'en fait, donc souvent, les enfants étaient attachés avec des cordes, avec du duct tape et avec des menottes. Et quand ils avaient la chair qui était à vif, Jodie et Ruby leur mettaient un mélange de miel et de
poivre, de piment de Cayenne sur les plaies. Donc en fait, elle mettait ce mélange encore plus mal. Voilà. Donc elle mettait ce mélange de miel et de piment de Cayenne sur les plaies et par-dessus mettait un film alimentaire et par-dessus mettait le scotch. Donc ces enfants, pas que le scotch absorbe le mélange et que ça reste bien dedans. Donc ces enfants étaient clairement en train d'avoir la peau infectée, torturée et de se décomposer vivant quoi. Donc ils mettent cet enfant dans l'ambulance. Et en fait, quand on lui demande ce qui a causé ses blessures, il répond que ce sont les cordes que sa mère et Jody lui ont nouées sur ses membres et qu'elle mettait du coup du poivre de Cayenne, du piment de Cayenne et du miel sur ses plaies. Et il dit pour les assaisonner, parce que ça devait être ce qu'elle lui disait. Pour assaisonner tes plaies. Donc ces blessures étaient tellement profondes qu'on pouvait presque apercevoir le muscle sous la peau des jambes. Oui. Donc ça c'est bon, j'ai dit. Donc maintenant, la priorité pour la police, à part de faire soigner cet enfant, mais ça c'est le job des ambulanciers, c'est de retrouver ses frères et sœurs, parce qu'ils ont un peu l'histoire. Et en fait, quand on écoute tout le 911 du voisin, en fait, il dit oui, il y avait des problèmes chez les voisins, ça m'étonne pas. Mais je crois que la police avait déjà eu des alertes dedans. Là, ils sont dans la maison de Jody au Utah. Et dans le documentaire, juste pour dire, les maisons, c'est des maisons hyper riches. Donc, ça a des distances hyper grandes, avec des distances hyper loin les unes des autres. Donc, le gamin, il a dû parcourir une certaine distance pour arriver chez le voisin. Ah oui, c'est pas comme chez nous, où c'est genre comme dans un truc résidentiel. Non, c'était énorme entre des falaises, enfin, pas. Ah oui. Et donc, en fait, ils avaient déjà eu pas mal d'alertes au niveau de la maison de Ruby Franke, qui était à 4 heures de là, parce que les voisins voyaient les enfants souvent laissés tout seuls, etc. Mais comme la police n'a jamais eu, les voisins ont dit, est-ce que vous avez vu de la maltraitance? Vous avez vraiment vu? Et ils n'ont pas pu dire oui, on a vu. Mais la police n'est pas intervenue. Non. Et d'ailleurs, ils ont été appelés par la grande sœur, par Sherry, etc. Mais comme il n'y avait pas de preuves, ils ne pouvaient pas intervenir dans ces résidences. Et d'ailleurs, quand je reviens chez Ruby, les sévices, en fait, corporels qu'elle faisait subir à ses enfants, c'était par exemple de marcher dans le désert, marcher sur des cailloux pieds nus. Elle leur faisait nettoyer le cimetière qu'il y avait à côté pieds nus, parce que du coup, on est dans le désert, donc c'est très très chaud. Rester au soleil 24 heures. Rester au soleil jusqu'à avoir des cloques sur le corps. Et nettoyer le cimetière avec les pieds nus qui saignent et avec des cloques sur le corps, tellement que le gardien du cimetière a dit, Madame, vous n'avez rien à faire ici, partez, parce qu'il voyait cette espèce de scénario se faire sous lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment ce qui se passait avec les enfants de Ruby. Donc quand ils arrivent chez Jody, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. En ligne, en fait, elle leur ouvre, elle a l'air complètement surprise de ce qu'ils sont en train de lui annoncer. Elle fait sa carène. C'était exactement ça. Elle refuse de sortir. Est-ce que vous avez un search warrant? Je ne vais pas rentrer, je suis au téléphone avec mon avocat. Et là, j'adore le policier. Les policiers, fuck off. No, we're going in there. Sors. Go. Donc, et elle se préoccupe plus de ses clients Airbnb qu'elle a dans une aile de sa maison, parce que la maison est vraiment immense, que des enfants qui sont à l'article de la mort, clairement. Oui. Donc, la police découvre un autre enfant qui est une petite fille, en fait, dans un état similaire, et qui était cachée dans un placard dans les toilettes. Et alors, apparemment, il devait y avoir 2 filles à ce moment-là dans la maison, mais il n'en trouve qu'une. Et d'ailleurs, il pensait d'abord que c'était un petit garçon, parce qu'elle avait la tête complètement rasée par Ruby, sa mère, qui voulait la punir et qui lui coupait les cheveux, en fait, petit à petit. Et à chaque fois qu'elle voulait la punir, elle lui coupait les cheveux. En fait, Ruby disait que les 2 personnes les plus problématiques, les 2 enfants les plus problématiques, c'était les 2 derniers, parce qu'ils étaient habités par le diable, par le démon, comme Laurie Vallow-Debel disait de ses enfants. Donc, là, on voit même sur la vidéo, sur les bodycams des policiers, on voit que la petite fille était complètement apeurée, elle refusait de sortir de son placard. Donc, les services de police et les ambulanciers ont tout fait pour gagner sa confiance. Ils lui ont même commandé une pizza qu'elle avait demandée. Elle l'a mangée en entier. Il y a un gars qui est resté juste avec elle. Il a arrêté de chercher les autres en laissant les équipes pour rester avec elle, pour la mettre en confiance. Enfin, c'était horrible. C'est horrible. Et elle a mangé la pizza en entier parce qu'elle était affamée. Imagine. Elle était malade, la pauvre petite. Et en fait, elle dit aux policiers qu'elle avait peur que Jody ne veuille pas qu'elle aille dans un hôpital. Donc, elle avait peur de Jody. Et elle avait peur qu'on lui administre un vaccin parce que pour elle, les vaccins peuvent tuer. Donc déjà, ça c'est quelque chose que Ruby et Frankie et Jody devaient lui dire. Et on se doute pour qui Ruby et Jody ont voté. Fuck you. Donc 6 heures après l'appel au 911, ils ont réussi à amener la dernière petite à l'hôpital. Et pendant ce temps, Ruby était revenue à la maison de Jody. Donc
les enfants sont placés en protection et Ruby et Jody sont arrêtés on the spot. Et j'ai juste une autre petite histoire qui est terrible, en fait. Dans le documentaire, ils montrent que, comme, ils finissent pas par trouver un des enfants. Et en fait, il y a comme, like a safe, like a huge... Oui, c'est vrai. Ouais, coffre-fort, énorme, comme une portail. Et il demande à Jody le code, elle dit, je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Et un des policiers, il essaie 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, pouf, ça ouvre. Et c'est là où il retrouve un des enfants, encore une fois, caché, attaché avec des menottes et tout, quoi. Et là, il trouve la recette de miel, cayenne, piment de Cayenne, etc. C'est des malades. C'est horrible, horrible. Alors, donc, pendant ce temps-là, le mari de Ruby est où? Donc, comme tu disais, effectivement, il disait qu'il avait été, je pense, écarté de cette relation toxique que Ruby et Jody avaient et de ce truc. Mais bon, pour autant, il n'est pas innocent de tout ce qui s'est passé sur ses enfants avant. Dans le documentaire, si je peux, parce que c'est hyper frais, je l'ai regardé il y a 2 jours. En fait, lui, il dit que 1 an auparavant, en gros, pour sauver leur couple, il a demandé à ce qu'il n'ait aucun contact. Donc, pendant 1 an, il n'a pas parlé à ses enfants à Ruby. Ah ouais. Et il se continue à faire soigner par Jody, son thérapeute, et mener des groupes de discussion entre les hommes. Et en fait, lui, il explique un peu son histoire. Genre, c'était un geek, un mec, pas forcément. Et quand il rencontre Ruby, il tombe, il était complètement amoureux. Elle était belle. C'est une belle femme. Et en fait, il a vu chez elle, elle avait une sorte de truc dans son placard où c'était marqué toutes les caractéristiques d'un homme parfait et tous les hommes avec qui elle sortait et qui remplissaient les cases ou pas. Wow. Et donc, lui, il a étudié le truc, il a fait exactement tout ce qu'il fallait pour se marier avec elle. Donc, si tu veux, il était déjà complètement tête dans le sable, perdu, amoureux. Donc, au début de l'histoire, comme ils ont rencontré Jody, lui, c'était l'homme à révérer envers leurs nouveaux clients, etc. Mais petit à petit, il a été écarté. Ouais. Et si tu veux, il faisait membre du culte pareil, mais sauf complètement tenu à l'écart. Et donc, comme tu dis, les 2 derniers enfants envahis par le diable, quand Ruby est arrêtée, elle l'appelle et il la croit. Il dit, mais ça doit être vrai. Bah oui. Tu vois dans quel point il est dans ce culte. Ah non, mais de toute façon, ils sont tous dans cette secte horrible. Donc là, l'affaire a fait l'effet d'une bombe, forcément, sur les réseaux sociaux. De nombreux anciens abonnés ont exprimé leur choc et leur culpabilité de ne pas avoir pris les signaux plus au sérieux. Tu m'étonnes. Des youtubeurs spécialisés dans l'analyse des influenceurs familiaux ont décortiqué les erreurs du passé et les signaux d'alerte qui avaient été ignorés. Kevin Frankie, donc le mari de Ruby, a affirmé qu'il n'avait pas conscience de l'ampleur de la situation et a immédiatement cherché à récupérer la garde de ses enfants. Et là, la police, elle a dit no way. De nombreux experts sont interrogés sur la responsabilité des plateformes comme YouTube dans la régulation des contenus parentaux. Et moi, je vous invite à regarder. Ça n'a pas arrêté. Hein. Ça n'a pas arrêté. Donc, vous pouvez voir les vidéos des arrestations de Jody, Ruby et Kevin. Alors, Kevin n'est pas en état d'arrestation, mais il est interrogé et c'est une catastrophe. Un petit peu de vin? Ouais, s'il te plaît. Il est bon, hein? Ouais. On va la finir. Désolée, maman, mais on va la finir. Alors, au milieu des sévices corporels fini. Au milieu des sévices corporels et psychologiques, il y a peut-être, mais rien n'est moins sûr, des sévices sexuels. Parce qu'en fait, Ruby a accusé son petit, le tout dernier qui est habité par le démon, de toucher de manière inappropriée des enfants, qu'il faisait également ça à sa petite sœur, et qu'il avait des problèmes et qu'il était accro au porno depuis ses 3 ans. Et moi, je veux dire, oh my God. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour excuser le fait qu'il était enfermé dans une cave sans nourriture ou pour s'avancer sur des éventuelles révélations que les enfants pourraient avoir? Moi, personnellement, je pense que c'est juste pour excuser ses actes à Ruby, parce que les enfants vivaient avec des caméras toute la journée. Mais bien sûr, elle cherche à s'excuser par tous les moyens. C'est ça. Et les enfants, quand lui avait 3 ans, il avait déjà une caméra, un téléphone portable, une caméra dans la gueule, ou enfin une caméra tout simplement, du matin au soir. Donc, s'il y avait des problèmes... Non. De toute façon, à 3 ans, on ne regarde pas le porno. Et puis c'est par l'instigation des parents. Hein. Exactement. Si à 3 ans, il regarde du porno, c'est quelqu'un des parents, je sais pas. Enfin, bref. Donc, ce qu'on a découvert en revanche était que Ruby forçait son plus jeune garçon à faire des exercices. Donc, quand lui était puni, il devait faire des exercices physiques. C'est-à-dire, il devait faire la chaise contre un mur. À un moment donné, on voit, il devait faire des pompes parce qu'il avait laissé une chaussette dans le jardin. Enfin, c'était que des trucs comme ça, en fait. C'était... ou rester dehors en plein soleil, comme on disait, sans chaussures, sans eau. Enfin, c'était que des sévices comme ça. Porter des caisses très lourdes en haut, en bas des escaliers pendant 15 ça, je l'avais entendu. Voilà. Ouais. Et donc, quand il avait essayé de s'échapper la première fois, donc sa mère apparemment avait décidé de lui menotter les poignets et les chevilles avec des cordes. Elle l'avait attaché à elle et elle avait également attaché des poids de chaque côté, donc de 10 ou 15 kilos.
Et en fait, parfois, il devait s'allonger sur le ventre et elle attachait les cordes ensemble. Donc, en fait, t'as les jambes et les bras qui étaient surélevés derrière. Oh my God. Donc, en fait, elle l'attachait comme un cochon, en fait. Mais comment tu veux te dire mère dans tout ça? Voilà. Elle a perdu le fil, cette psychopathe. Elle les a également frappés avec des pieds. Elle les mettait parfois des bottes exprès pour frapper ses enfants. Elle tenait aussi leur tête sous l'eau. Il y avait que des tous les trucs classiques de torture, quoi. Voilà. Il y a un journal aussi que Ruby tenait, qui avait été retrouvé. Donc, je vais juste dire une phrase de ce journal, une phrase et demie de ce journal, parce que c'est un peu dur. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être mettre, en début, on va peut-être mettre un warning. Ah oui, peut-être. C'est un peu chaud. Donc, dans ce journal, il est marqué: quand je lui ai piqué le dos avec un cactus, il n'a rien dit. Je l'ai piqué au cou, mais il n'avait l'air de rien sentir. Jody l'a alors giflé pour le réveiller, alors qu'il semblait en transe. Donc, en fait, elle frappait ses enfants avec des cactus. Oh my God. Et tu m'étonnes, ils avaient appris à rien dire, sinon ils en faisaient plus, quoi. Dans le journal, on trouve également The devil wants me in prison, my children dead. Le diable me veut en prison et mes enfants morts. Donc moi, je pense sincèrement que si ce petit garçon n'avait pas eu le courage de s'échapper et d'aller voir ce voisin, on aurait eu une autre affaire de meurtre comme Lori Vallow-Deibel. Mais complètement. Clairement. Ah oui, clairement. Tu as entièrement raison. Donc moi, cette affaire, je la trouve importante parce que ça soulève une question qui est cruciale. C'est les réseaux sociaux sont-ils un environnement sûr pour les enfants? Absolument. En fait, on a tout ce mouvement de mommy vloggers et des autres influenceurs familiaux. J'ai horreur de tout ça. Voilà. Et en fait, ils exposent leurs enfants à des millions de spectateurs, souvent, 95% du temps, voire 99%, sans le consentement des enfants. Et en fait, le cas de Ruby Franky avait relancé le débat sur la nécessité des lois protégeant les enfants des contenus familiaux monétisés. Et en fait, des initiatives ont été lancées pour mieux encadrer ce type de contenu et responsabiliser les plateformes. Et même, tu vois, Shari Franky, la fille aînée de Ruby Franky et de Kevin Franky, qui passe devant ses gouverneurs ou je sais pas quoi de l'État. Contre ça, Elle se bat pour qu'il y ait plus de régulation pour les enfants et je trouve ça fantastique. Quelque part, tout comme il a été dans le cinéma. Tu sais, au début, des enfants, ils travaillaient dans le cinéma, les parents prenaient tout leur fric, etc. Donc, il y a eu des lois posées, etc. Mais là, c'est encore une autre bête parce que tu enfreins à la vie privée de quelqu'un qui ne peut pas consentir. C'est ça. Et je pense que, moi, personnellement, je sais que ça, c'est pas arrêté. Mon fils a pas vraiment le droit de regarder YouTube, mais sauf des fois en vacances et bon, comme tout parent d'aujourd'hui, des fois, il a YouTube Kids, mais des fois, il a droit à YouTube, mais très rarement. Et quand tu vois les conneries qu'il regarde, c'est juste des enfants qui ouvrent des cadeaux, qui ouvrent Amazon Bot après Amazon pour montrer des trucs. Mais il y a des milliards de personnes qui regardent ça et ça les plaît. Et c'est débile. Et ces enfants sont complètement exploités. En fait, il y a rien qui dit que tout l'argent qui gagnent les parents sur chaîne YouTube doit venir à ces enfants. Alors que c'est les enfants qui font gagner les thunes. Bien sûr que non. Mais c'est comme la loi. Nous, on avait en France, on avait Jordi. Oui, oui. Maman, ici bébé, je sais pas. Non, maman, j'ai 5 ans, je sais pas quoi là. Je sais plus. C'est dur d'être un bébé. C'est dur d'être un bébé. C'est ça. D'être un bébé. Bon, bref. C'est l'américaine qui te la sort avant. C'est clair. Boum. Et du coup, Jordi avait tout perdu alors que c'était un petit enfant qui a eu un succès mondial. Le premier lot aux États-Unis, c'était le fils qui jouait dans The Kid avec Charlie Chaplin. Donc, il y a une loi qui est à son nom. Ouais. Et en fait, il y a plein d'histoires comme ça, en fait. Et c'est, pour moi, c'est, surtout YouTube, c'est particulièrement dangereux parce que c'est comme ou les réseaux sociaux en général, même Instagram, même Facebook, quand on met des photos de ses enfants. Bien sûr que toi, ton enfant, il est beau, tu veux le mettre, etc. Mais tu sais pas qui va regarder et tu sais pas qui va récupérer les photos. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux pédophiles qui récupèrent les photos des réseaux sociaux. Moi, je sais que, donc, si on va dès le début, en 2015, donc les choses évoluent tellement vite. Moi, mon fils est né en 2016. Je sais qu'au début, j'avais encore des réseaux. Moi, je suis pas très réseau, je suis pas très médias sociaux. À cette époque-là, pour moi, c'était un peu mes amis, ma famille. Donc, je mettais des photos de mon fils. Bien sûr. Tout jeune. Bon, jamais dans le bain, jamais, j'ai pas posté des vidéos, je n'ai jamais été blogueuse, etc. Mais dans la même manière dont tout le monde le fait quelque part, ou tout le monde le faisait en tout cas à cette époque. Depuis cette époque, j'ai vachement évolué. Moi, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. J'en ai très peu. Je poste
pas. Je ne poste jamais mon fils parce que j'estime que c'est à lui de décider s'il veut sa photo en ligne et quand et comment. Bien sûr. Et je dois aussi lui montrer l'exemple du fait que parce que ça devient une addiction en fait. Regarder pour des likes, regarder pour des loves, regarder qui a commenté et ça revient. Et encore plus, je peux l'imaginer parce que bon, on connaît tous la sensation que tu as quand beaucoup de gens ont liké quelque chose que tu as posté, mais encore plus quand tu commences à gagner de l'argent. Qu'est-ce qui change en toi? Parce que greed is greed, hein. Et donc du coup, quand tu commences à gagner de l'argent, tu perds le fil. Tu perds le fil. Et moi, je vais aller encore un peu plus loin en disant, j'ai oublié. Ça, c'est tellement toi. J'ai oublié. J'ai parlé trop longtemps. Mais oui, j'avais tout le truc des enfants. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, où en est l'affaire aujourd'hui? Je suis sûre que c'était intéressant en plus. I'm so sorry. Donc, Ruby Franky a été accusée de 6 chefs de maltraitance aggravée sur enfants. En décembre 2023, alors ça c'est intéressant parce que du coup, elle plaide coupable. Oui. En fait, tu sais, sous le joug de si tu plaides coupable, ta sentence sera plus légère. C'est ça. Sauf que Jodie a fait exactement la même chose. En gros, Jodie accuse un peu Ruby et Ruby accuse un peu Jodie. Bref. Donc, elle a plaidé coupable à 4 chefs de maltraitance et a admis avoir torturé ses enfants. Ruby a affirmé qu'elle croyait ou avait été amenée à croire par Jodie que ses enfants étaient possédés, qu'elle a infligé ces punitions pour les débarrasser de démons. Lol. Ouais. En février 2024, Ruby Franky a été condamnée à une peine de 4 à 60 ans de prison. Attends. 4? Non, plus, j'espère. Non, 4 à 60 ans de prison pour ces crimes. C'est une sacrée différence, hein? Oui, mais je sais pas. En fait, j'ai cherché. Honnêtement, j'ai cherché. Oui, ça, par contre, de ce détail, je me souviens pas. Je pense que c'est la sentence. Enfin, je pense que c'est la condamnation, mais c'est pas la sentence, si je suis claire. Ok. Je regarde en même temps, vas-y. Alors, si tu trouves, c'est bien. Hildebrandt, donc Jodie, a reçu la même sentence. Et selon le Washington Post, ils doivent chacun purger au moins 4 ans et au maximum 30 ans dans une prison de l'État de l'Utah. Donc, Ruby Franky est actuellement incarcérée à l'Utah State Correctional Facility à Salt Lake City, où elle se trouve depuis sa condamnation l'année dernière. Jodie purge également sa peine dans le même établissement, ce qui pourrait leur permettre de se croiser durant leur incarcération. Donc pour moi, en fait, c'est l'histoire de Ruby Franky et Jodie Hildebrandt, c'est un triste rappel en fait que l'image projetée sur les réseaux sociaux peut être trompeuse, complètement abusive. Enfin, on le sait quand même aujourd'hui, on le sait. Mais on ne savait pas à cette époque-là. On le savait pas à cette époque-là, mais je pense que même maintenant on le sait, mais on veut y croire. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, il y a un couple qui se pose tout le temps en ligne, tout heureux. Je sais très bien que ça se passe mal à la maison. Hein. Je sais, parce qu'on a un peu ce truc cynique toutes les deux. Ouais, on l'a vu. Mais je pense que... They're all divorced. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc où il y a beaucoup de gens qui veulent, même maintenant, et puis regarde, même maintenant les jeunes. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Wow! Les réseaux sociaux amènent au harcèlement. Oui, aussi, bien sûr. Et c'est pour ça que faut retarder à fond que nos enfants ils rentrent dessus. Hein. C'est ça. Et c'est pour moi tout ça. Et vous savez que j'adore les réseaux sociaux, je suis fan d'Instagram, mais j'ai pas 12 ans. Ouais. Je ne dirais pas quel âge j'ai, mais j'ai pas 12 ans. Personne ne le sait. J'ai 72 ans. You look so good. I know. Donc voilà. Donc je trouvais que c'était une histoire intéressante parce qu'en fait c'est vraiment comment protéger les enfants des dérives du numérique. C'est vraiment voilà. Je trouvais que, même s'il n'y a pas de meurtre, même si j'ai beaucoup hésité à faire cette histoire, je trouvais que c'était intéressant. Moi, je suis pleinement pour quand il n'y a pas de meurtre. Bon, après, il y a la maltraitance des enfants. Donc, si tu veux, moi, ça me touche plus que les animaux, même si j'aime bien mon chien. Qui a été très silencieux et sage d'ailleurs ce soir. Ouais, non, je recommande, je te l'enverrai. Bon, moi, je l'ai regardé en streaming. Hein, moi, je le dis, hein, je suis dans l'illégalité totale. Moi aussi. Mais il est hyper intéressant. Il contient quelques détails supplémentaires, mais tu as très bien dit des détails dans les grandes lignes aussi. Mais ouais, une super histoire. Merci beaucoup. Et puis ça m'a permis d'avoir l'opportunité de savoir ce que c'est d'entendre une histoire que je connaissais déjà. Mais oui, et weird. Et j'ai apprécié parce que du coup ouais, moi je peux jamais participer. Est-ce que vous avez aimé, parce que peut-être qu'on peut essayer de faire ça sur d'autres histoires. Ouais, où on se dit en amont, c'est possible. C'est possible. Tout est possible avec nous, vous savez. Tout est possible. Ask and you shall receive. Or not. Or not. Je veux une photo de vos pieds. Alors, du coup, on parle du vin ou on parle de tes boobs? Alors, mes boobs. Non, parce que j'ai promis. Elles sont magnifiques. Voilà. Désolée, mais c'est vrai. Sur ce. Le vin était très bon. D'ailleurs, on a fini la bouteille. Très simple, très, mais bon, très simple. Vin sur un apéro. Parfait. Voilà, pour un après-midi au soleil, nickel. 3.
moi aussi. Moi, je mettrais pas une note 5 sur 5 parce que c'est pas un vin, c'est un vin simple, c'est un vin d'apéro et c'est un fort 3, éventuellement un 4, mais pour moi, un 3 sur 5. Mais c'est ça, en fait. Je me suis vue en terrasse et c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas fini une bouteille. Alors, attention, il faut dire qu'on a commencé en terrasse. Il faisait beau cet après-midi. On s'est mis au soleil pendant quelques minutes avant de commencer notre podcast. C'était parfait. Vive le Sud. Ça donne envie. Vive le Sud. Et vive DMDV. Yeah, baby. Et sur ce, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.